Exprimer. Bonjour. Bonjour. Kyle. Économisez du temps, des efforts, obtenez des récoltes plus importantes avec la même surface utilisée. Il s'agit d'utiliser efficacement les outils et de donner des conseils sur comment obtenir le meilleur, quels outils utiliser pour quels travaux, et plein de petits conseils que je peux vous donner de ce que j'ai appris au fil des années sur comment utiliser ces outils que nous allons tous voir dans la vidéo. Tout d'abord, je charge du compost. Et pour cela, j'utilise soit une pelle, soit une fourche à fumier, comme on l'appelle. Vous voyez la différence entre la fourche à fumier et le fourche de bêchage. La fourche à fumier a des dents courbées et plus minces, et celle-ci a des dents plus rapprochées et plus grosses pour déplacer. Un sol plus dur, celui-ci est beaucoup plus facile pour déplacer le compost et le fumier car il s'insère si facilement comme ça. Ensuite, vous pouvez simplement sortir une fourche. Malgré l'ouverture en bas de cette fourche, vous pouvez constater que le compost ne s'échappe pas. Et puis, la pelle me sert de sauvegarde, ce qui est vraiment pratique. Une pelle en plastique. J'ai hésité avant de l'acheter, ce n'est pas la plus jolie. Elle est vraiment légère, donc pour chaque mouvement que vous faites, vous vous épargnez pas mal d'efforts. Car vous n'avez pas à soulever un poids aussi important de pelle. Et j'utilise aussi la fourche pour briser les grumeaux, mais en fait, il n'y en a pas. Vous pouvez voir que c'est charmant. Du compost fait maison déjà retourné et sorti de ma base de compost. Nous avions en fait besoin de l'espace pour faire plus de compost. Et en le retournant, cela a brisé beaucoup de grumeaux. Je peux en trouver quelques autres ici. Ce que je veux vraiment montrer, c'est qu'il est utile de briser les grumeaux à ce stade. Oh, il y en a quelques-uns. Parce que ce que je veux faire, c'est répandre du compost raisonnablement bien décomposé et sans grumeaux sur le lit. Donc j'utilise la fourche comme ça. Et c'est une manière très efficace de briser les grumeaux qui pourraient être un peu gros. Et ce qui ne m'inquiète pas, ce sont des morceaux de bois dans le compost comme ça. Donc je ne cherche pas à répandre un compost parfaitement fin et uniforme comme vous pourriez en trouver dans un sac de compost que vous achetez professionnellement, mais juste à le mettre dans un état où il est plutôt agréable en fait. Tout cela est plutôt agréable. Nous nous améliorons dans la fabrication du compost. Vous pouvez voir comment la fourche est un outil assez utile pour cela. Si par comparaison, j'utilise la pelle, je ne ferai certainement pas cela en y allant, parce que vous ne pouvez pas vraiment l'insérer, car c'est une surface plate qui va contre plein de petits morceaux de bois. Donc si vous gardez la pelle en dessous en allant sur le sol, c'est plus facile. Et c'est en fait là que j'aime vraiment le plastique, parce que le plastique est moins dur que le métal et ne mord pas dans le sol quand je répands ce compost. Je ne veux pas aller dans le sol en dessous, j'ai fait cela avant. Et ce sol a en fait beaucoup de graines de mauvaises herbes, alors que le compost n'en a pas, comme il se trouve. Donc le faire comme ça, comme le plastique me guide, et donc la pelle est bonne, mais en grattant le fond, vous risquez d'avoir un peu de mauvaises herbes qui poussent. Cela n'a pas d'importance car elles n'ont pas de racines. Donc c'est bien maintenant. Je vais juste recharger la brouette. Ces dernières vont parcourir. Vous pouvez voir d'ailleurs, c'est grand, cela peut contenir un bon peut-être 80 kg de compost, et pouvoir le soulever fait gagner beaucoup de temps pour le déplacer. C'est étonnant à quel point. De matériel, vous pouvez déplacer avec une brouette, et cette brouette est de 1991, je l'ai achetée. Donc elle a 29 ans et a été fabriquée en Yougoslavie. Cela indique son âge. Nous allons donc voir le lit où il va être placé ensuite.
Donc je peux vous montrer ici la différence entre le compost fait maison et du fumier de cheval que j'ai apporté plus tôt, qui est dans cette brouette. Et je vais poser tous ces outils ici que je vais utiliser pour vous montrer différentes choses dans 1 minute. Donc, ce crottin de cheval n'est en fait pas si vieux. C'est assez grumeleux. En fait, ces grumeaux se désagrègent tout simplement. Ils sont fantastiques. Et donc, ce fumier de cheval de 9 mois montre à quel point il peut se décomposer. Si tu en prends un peu soin, nous avons rempli une couche chaude avec dans la serre au printemps, et puis l'avons déplacé de là. Il a effectivement été retourné une fois. Retourner le matelas une fois améliore vraiment sa qualité. Si j'étalais ceci, ce que je ne fais pas maintenant, mais je l'ai mis pour vous montrer, j'utiliserai encore la fourchette. Vous pouvez voir certains gros morceaux, vraiment sympas en fait, avec beaucoup de verre. Et je l'obtiens raisonnablement fin. Comme ça, et ensuite vous pourriez soulever des morceaux comme ça et simplement les déposer sur le lit, les répartir. Et au cas où vous vous le demanderiez, ce sont des racines de plantes, pas des racines de liseron ou quelque chose d'horrible. Ce lit chaud cultivait des aubergines et des tomates, et si vous aviez des racines de liseron ou des racines de couche là-dedans, avec aucune fouille, ce n'est pas une panique situation parce que vous pouvez les retirer après avoir répandu le compost. Alors, avant de répandre le compost, je vais récolter quelques carottes. Oh, en fait, j'ai aussi besoin de ce seau. Chaque fois que je suis dans le jardin, j'aime avoir ce que j'appelle un seau à compost. C'est un outil tellement utile car il peut prendre n'importe quel débris et vous permettre de rester à jour en matière de propreté et tout. Donc ces carottes ont été semées, elles sortent vraiment bien. Oh! Dans le mauvais sens, elles ont été semées au milieu de juin. C'est maintenant. Aujourd'hui, c'est le 6 novembre. Je ne le croirais tout simplement pas. En fait, non, je pense que c'est le 7e. Et même les assez longs, ils s'en sortent plutôt bien. Donc ce sont des variétés de burlicum et ce que je prévois de faire avec eux, c'est de les stocker. Pour cela, je retire le haut comme ça, je le casse simplement, je laisse un peu de compost et peut-être pas trop de compost et de terre, et ensuite ils iront dans un sac en papier dans la remise. Le fait de récolter ces carottes signifie que le sol est laissé un peu inégal, donc c'est un bon exemple pour vous montrer ce que je fais en termes de préparation du lit, qui n'est en fait pas très importante, mais c'est en partie à propos de la simplicité du non-labor, parce que je n'ai pas besoin de creuser ce sol. Cela ne l'a pas rendu inégal. Vous avez une surface assez agréable et stable tout le temps. Donc ce n'est pas là, clairement, nous pourrions continuer pendant un moment. Il y a beaucoup de carottes ici, c'est vraiment impressionnant. Ils iront dans un sac plus tard. Donc, quand je me prépare à ratisser ce niveau, j'enlèverai aussi toutes les mauvaises herbes, comme un peu d'herbe là. Ce n'est pas grand-chose, mais cela signifie simplement que si vous enlevez toutes vos mauvaises herbes, vous obtenez une surface bien nivelée. Il y a beaucoup à dire sur le fait d'avoir une surface de niveau parce que... Alors, par exemple, lorsque je répands le compost, cela se répartira uniformément sur toute l'herbe, et lorsqu'on sème ou plante les graines ou les plantes, tout se fait à la même hauteur de lit. Et c'est juste plus facile à gérer lorsqu'on arrose. L'eau est alors absorbée de manière uniforme, donc essayez de garder votre surface de niveau. Et pour cela, une râteau, un simple râteau. Et en fait, il y a une chose intéressante ici que je peux vous montrer aussi. Vous voyez l'incroyable blancheur de ce sol à certains endroits est due à... Je pense que les morceaux de bois dans le compost que je répands, le compost fait maison, peut-être aussi à cause des copeaux de bois dans le chemin. Le sol entier ici est assez rempli de filaments mycéliens, de champignons, ce qui est bon pour le développement des racines des plantes et la croissance des plantes. C'est donc juste un petit râteau, rien de plus. Ce n'est pas à chaque fois que je fais ce râteau, mais
je vous montre qu'occasionnellement, vous savez, j'aime là où les carottes sont sorties et il y a un peu d'inégalité. Juste en faisant ça. Rendez-le aussi uniforme que vous le souhaitez. Aussi large que possible. Et c'est là que je vais étaler du compost. Donc, ce sol a eu 2 plantations depuis la dernière diffusion de compost il y a 1 an en décembre. Et c'était avant la première récolte de cette année qui était de la laitue. La laitue a été plantée en mars, donc le sol reste vide pendant l'hiver. Et je vais aussi rapidement mentionner ces fourches. Il y a une fourche à manche court et une fourche à manche long. Et ils viennent dans toutes les variations. En fait, pour étaler le compost sur le lit, je préfère de loin le long parce que vous verrez dans une minute que ça vous pouvez atteindre au-dessus. Mais ce que je vais faire même, c'est de le poser là-bas. Vous avez des options ici. Vous pourriez verser du compost avec la fourche ou la pelle, ou vous pourriez faire ceci. La quantité dépend de la taille du lit, qui n'est pas très large. Il ne faudra pas beaucoup pour faire tout le lit. Ça est un peu difficile à juger, donc nous allons le remettre à plus tard. Donc cette quantité de compost que je mets ici va servir pour toute l'année à venir. Donc la précédente répartition en décembre dernier a fait pousser la laitue, puis elle a fait pousser les carottes. Pour celui-ci, vous pouvez utiliser un râteau ou vous pourriez utiliser une fourchette comme ici. Utiliser une fourchette est en fait efficace pour ramasser ces grumeaux. Donc c'est ça qu'on appelle la préparation du lit. Je pense que ce terme vient des États-Unis. Je l'ai ramassé sur YouTube des Amériques, je pense, en l'utilisant. Alors merci Amérique. Je l'aime juste parce que c'est un peu zappy. Cela exprime exactement ce que vous faites ici, simplement préparer un bout de terrain qui se trouve être un lit. Et dans ce cas, c'est le préparer pour toute l'année à venir. C'est encore la beauté du non-labour. Maintenant, préparez le lit et c'est terminé. Concentrez-vous ensuite sur les semis et la plantation. J'ai donc eu une belle récolte de laitue, j'ai eu une belle récolte de carottes, et sans utiliser beaucoup d'outils ou faire beaucoup de travail, je l'ai nivelé, étalé le compost, et c'est en fait prêt à planter, disons, l'année prochaine ou maintenant. Voici un exemple de plantation. Si c'était l'été et que cela se passait par temps sec, ce qui n'est en fait pas très utile, c'est pourquoi je préfère le faire en hiver à cette époque de l'année. Ici, en tout cas, dans ce climat, c'est humide. Bien que nous soyons début novembre, je suis en manche courte car il fait anormalement chaud. Nous allons entrer dans la fin de la saison maintenant, et cela peut simplement rester ici pendant longtemps. La pluie peut passer à travers, ce sera bien. Le compost ne lessive pas les nutriments et n'est pas un engrais. Mais s'il faisait sec, vous pourriez le faire, disons avec les pieds, ou vous pourriez utiliser un râteau, il suffit de le tasser, et cela retiendra l'humidité. Je fais ça parfois après avoir semé des carottes. Je marcherai même sur le lit. Tu sais, ce n'est pas en train de faire mal à quoi que ce soit. Cela ne fait que compacter le compost. Il n'est généralement pas nécessaire de le faire en novembre, décembre, janvier et février, lors de la division du compost. Les conditions humides limitent l'évaporation durant cette période. Alors, nous allons faire semblant juste sur cette partie. Je veux vous montrer 1 ou 2 autres outils et comment les utiliser. Donc je vais juste obtenir ce niveau comme ci, et ferme comme si j'allais planter tout de suite. Donc c'est prêt, il y a 2 outils que vous pouvez utiliser, la truelle et le dibber, et ils se rapportent à ce que vous voulez vraiment planter. Donc, puisque nous sommes en novembre, je ne plante pas réellement ces plantes aujourd'hui. Bien que vous pourriez, je dis juste, si cela semble un peu étrange que je mette des petits morceaux et des pièces, c'est parce que je fais cela comme une démo, et ces plantes sont réellement prêtes à être plantées comme il se trouve. J'en ai plus que nécessaire, donc
Mon outil de plantation de choix est le dibber. Ce dibber fait 4 cm, juste plus d'1,5 pouce de large, et ils existent en diverses épaisseurs. J'ai trouvé que dans l'ensemble, celui qui est un peu plus gros fonctionne mieux. Habituellement, ce que je fais, c'est que je trace des lignes le long du lit, juste approximativement. Je veux voir où se trouve le milieu. Je suis environ à mi-chemin et je souhaite simplement montrer comment utiliser le plantoir pour creuser des trous. C'est aussi rapide et simple. Je le pousse et le tourne légèrement, ce qui signifie que le compost ne colle pas aux côtés du plantoir. Et vous savez que vous pouvez faire beaucoup de trous très rapidement. C'est plus rapide, je pense, que quelqu'un pourrait imaginer qui ne l'a jamais fait avant. Et ensuite, vous pouvez simplement mettre ces plantes. J'ai en fait mis celle-ci pour vous donner une idée d'une plante qui est un peu trop mature. Tout cela va vraiment vite, vous savez. C'est une grande compétence, la plantation. Cela se fait beaucoup plus facilement et rapidement si vous avez de petites plantes sans longues tiges. Je ne compare pas vraiment la lumière ici, mais oui. Celles-ci ne sortent pas trop bien non plus. Ce n'est pas idéal pour les arbres sans module, mais c'est de la mâche d'hiver ou de la claytonia. C'est une plante assez trapue en fait. Donc en fait, pour celle-ci, mes trous sont un peu trop profonds. Poussons un peu de compost dedans. Mais c'est comme ça que je le fais, je pousse littéralement 2 doigts, comme ça. Celle-ci qui a une tige beaucoup plus longue, c'est une moutarde à franges vertes. Elle a traîné trop longtemps dans le module parce que nous n'en avons pas besoin en fait. Mais je ne la jette pas encore, juste au cas où. Je vais juste enlever ces feuilles inférieures qui jaunissent. Puis je vais pousser celle-ci vraiment profondément. Genre de « Oh, elle a disparu, mais je ne remplis pas ça, je peux laisser ça comme ça. » Et c'est bien, donc juste en mettant ces plantes dans les trous, encore une fois, pré-remplir celui-ci un peu, c'est tout. Donc trempez votre trou, mettez votre plante dedans, 2 doigts, travail terminé. Si c'est sec, arrosé, à cette période de l'année, ce ne serait pas nécessaire. Et j'ai sorti ceci parce qu'ils sont assez d'actualité pour vous montrer. C'est aussi très intéressant avec les fèves. Comment on dit souvent en termes d'outils et de matériaux dont vous avez besoin de longs formateurs de racines pour accueillir cette incroyable racine pivotante qu'ils produisent. Ce que je trouve, c'est que la plupart du temps, vous voyez comment les racines pivotantes, en fait, elles sont plates parce que c'était sur un haut étagère dans la serre. Et une fois qu'elle s'est échappée vers le bas, elle va bientôt manquer d'humidité là-bas parce que si elle pend juste en bas, elle va ensuite se tailler elle-même. C'est ce qu'on appelle toujours la taille à l'air. Et donc cela va essentiellement mourir, mais le reste des racines, si je retire celle-ci, en fait, cela serait peut-être mieux si j'en retirais une autre, parce que je peux vous montrer ce qui se passe près de plus. Donc il y en a une qui est descendue, et c'est un peu cassée ou simplement flétrie, mais c'est bien, la plante va toujours pousser. Donc mettez-la. Et ce serait planter des fèves, sauf que je ne le ferai normalement pas encore. Celles-ci ont besoin de 2 autres semaines de croissance. Elles seront à peu près de cette hauteur, peut-être 2 pouces, 5 cm au maximum. Et elles auront alors un système racinaire beaucoup plus fort. Et même s'il fait un peu froid là-dedans, elles peuvent quand même être plantées ainsi. Donc ces outils, c'est ce que je ne vous ai toujours pas montré. Les mauvaises herbes et le désherbage, parce que ce serait assez inhabituel en novembre de faire un lit et de le planter tout de suite. Normalement, à cette époque de l'année, nous avons encore beaucoup de récoltes en terre, mais beaucoup d'entre elles seront terminées dans 6 ou 7 semaines. Puis nous les arracherons, étalerons le compost, et les lits resteront là tout l'hiver. Avec le compost dessus, et si c'est du compost qui a des graines de manque de mauvaises herbes, c'est un outil brillant pour cela, car vous pouvez simplement le passer en surface très facilement, doucement, et perturber les graines de mauvaises herbes, et c'est ça l'essence du binage. Vous les attrapez quand ils sont tout petits. Donc normalement, je chercherai à le faire quand ils sont en difficulté pour voir et entendre, en fait, pour vous donner un exemple. Je veux dire, les exemples que je peux voir sont ceux que nous avons réellement dit à la main, parce qu'ils ont dépassé la taille de binage. Pour moi, celui-ci est trop grand pour être biné, parce qu'il a un tel système racinaire. Donc cela irait normalement
dans le seau de compost. Mais le binage est un outil fantastique à avoir dans votre manche. Pour cette occasion, au printemps, où vous avez beaucoup de petites plantules de mauvaises herbes, vous devez les surveiller. Et puis en utilisant la binette, c'est ce décapage sans effort à travers la surface. Cela demande de la pratique. Vous n'y arrivez pas, car vous n'entrez pas de cette façon. Vous savez, c'est génial. Vous n'avez tout simplement pas besoin de le faire. Vous n'avez pas besoin de déplacer tout ce compost, car vous rendez également la surface inégale à nouveau. Il s'agit donc de cette insistance à garder la surface de niveau, ce balayage à travers le haut. L'autre outil que vous pouvez utiliser pour cela est le râteau, le cos. Quand vous utilisez le râteau, évitez de faire comme beaucoup de gens qui râtissent de manière excessive. Faites-le plus comme ça. Donc, vous l'utilisez dans un mouvement de glissement très superficiel le long de votre lit, juste pour perturber la surface. Et ce compost, même s'il n'est pas très grumeleux, disons en février, quand il a gelé dessus, des grumeaux comme ça auront gelé. Et puis quand il dégèle, la glace les ouvre, et puis ça va juste se briser. Tu sais, tu es juste en train de courir par-dessus comme ça. Tu obtiendras une surface incroyablement fine pour semer des graines, si c'est ce que tu veux, ou pour planter, peu importe. En appliquant l'herbicide avec le bon taux, vous pourriez tuer de nombreuses graines de mauvaises herbes. Dans notre climat ici, la zone 8 serait fin février à début mars. Assez tôt. L'hiver est un moment pour rester sur le ballon et rester à jour. Cela rendra tout votre printemps beaucoup mieux. Je veux aussi vous montrer rapidement comment utiliser une truelle, à la fois pour la plantation et pour les mauvaises herbes. C'est de la chance. C'est tellement chanceux. Je viens de repérer un peu de liseron ici. C'était tout du liseron quand j'ai commencé ici il y a 8 ans par diligence. Utilisation d'une truelle pour enlever la repousse pendant les premiers et deuxièmes étés. Cela semblait presque sans fin, mais puis soudainement ça s'est arrêté et il n'y a plus du tout de liseron. Vous savez, vraiment digne de se battre pour. De petits morceaux arrivent encore du bord. Vous pouvez voir que le bord est plein. C'est là que j'utiliserai une truelle. La plupart du désherbage, je ne le fais pas avec une truelle. Mais ici, je suis et vous pouvez voir le résultat. Donc, au centre, c'est ce petit peu de vert. C'est tout ce que je pouvais voir. Vous pouvez voir qu'il a en fait une racine assez sérieuse dessus. Et cette racine descend de plus en plus bas. Certains surnomment cela l'intestin du diable en raison de son enroulement. Il descend dans des racines plus profondes qui nourrissent la réémergence. Alors, en enlevant un peu, en enlevant autant de mauvaises herbes, plutôt que de simplement pincer le haut. Cela prend beaucoup plus d'énergie à la racine de liseron en dessous, et elle ne repoussera pas aussi vite, aussi rapidement ou autant. C'est là qu'une truelle est utile pour les mauvaises herbes vivaces comme celle-ci. Je voulais aussi vous montrer un exemple, car c'est une question fréquemment posée. Vous savez, avec la méthode sans bêchage, comment plantez-vous des pommes de terre de semences? Oh, voici un bel exemple. C'est une pomme de terre Charlotte, récoltée en juillet. Août, septembre, octobre, novembre, il y a 4 mois. Elle est simplement restée dans un sac dans l'abri de jardin. Vous pouvez voir que c'est la première petite pousse dessus. 4 mois, cela démontre leur excellente conservation. Mais aussi, c'est à peu près la taille idéale pour une graine. Je les ai triées après les avoir récoltées. J'ai un sac entier de ces derniers, de la taille d'un gros œuf environ. Parce que cela donnera 2 ou 3 belles pousses. Et pour le planter sans creuser, je mets la truelle, je la tire vers moi. Je ne creuse pas un trou, je déplace simplement la terre en surface. Et ensuite, je mets cela à la profondeur de la truelle. Donc ça rentre à peu près comme ça, en l'insérant vers le bas. Je pourrais en fait lui donner une petite poussée. Le haut de la pomme de terre est à environ 5 cm, 5,1 cm, sous la surface. Repliez ensuite. Je retire ceci d'ici, car je ne veux pas qu'une pomme de terre pousse dans ce lit. Vous pourriez planter des pommes de terre, mais elles pourraient émerger tôt et être touchées par le gel. Mais c'est ainsi que vous plantez des pommes de terre sans maladie, et c'est à peu près la taille que vous voulez. Vous pouvez aussi conserver les vôtres pour les planter, et si elles ont un peu de verre dessus, c'est aussi bien.
Donc nous avons tout couvert, sauf une dernière chose que je veux mentionner simplement parce que, encore une fois, on me demande souvent comment maintenir ce bel arrondi que nous avons ici entre l'herbe. L'herbe, comme par hasard, a été tondue hier. C'est donc en partie pour cela qu'elle a l'air assez soignée. Tondre. Tondre l'herbe en bordure ou les mauvaises herbes ou tout ce que vous avez vraiment aide à réduire sa vigueur. Les feuilles tondues ne peuvent pas générer autant d'énergie pour les racines. Donc c'est un premier pas. Une fois de plus, ce n'est pas vraiment le mois pour le faire, mais nous le faisons quand même. Nous nous contentons d'aller avec ces cisailles à long manche et de couper le bord. Et si le temps est humide, probablement que vous devrez peut-être ramasser cela, parce qu'il y aura de petites racines sur certaines de ces choses. Et c'est incroyable dans un climat humide comme celui-ci, combien l'herbe repoussera. Mais cela dit, vous pouvez au moins faire cette partie assez rapidement. Et vous pouvez voir pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. En gros, cela n'a pas besoin d'être fait. Cela ne sera pas fait maintenant jusqu'en mars, au printemps, quand cela commencera à repousser. Et ensuite, nous le faisons environ tous les mois ou quelque chose comme ça. Donc c'est juste simple. Chaussures à long manche. Et les outils que vous me voyez utiliser aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup ici. C'est la quantité que j'utilise pour cette zone. Donc le seul moteur est une tondeuse à gazon, et sinon ce sont des outils à main. Pas de creusage possible. Une utilisation minimale des outils, et très facilement. Mais vérifiez simplement, et entraînez-vous à utiliser vos outils pour être plus efficace et rapide. Et enfin, je mentionnerai à ce stade une autre petite chose que nous faisons, qui est l'adhésion à YouTube. Vous pouvez maintenant rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Cela vous mènera à une vidéo expliquant le fonctionnement. Et pour une cotisation mensuelle, vous obtiendrez la vidéo de l'histoire interne de Homemaker, une vidéo mensuelle de ce qui se passe ici en coulisses. Et avec certaines de mes réflexions sur le mois qui vient de s'écouler et en regardant vers l'avenir, des conseils pour le mois à venir. Et vous obtiendrez également quelques petites icônes. Vous pouvez utiliser des emojis lorsque vous faites des commentaires. Visionnez cette vidéo et donnez-moi votre avis.